1, 2, 3. Ah, ça marche. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un en régie. Il y a quelqu'un en régie pour nous faire signe. On démarre. On y va? Ok, on y va. Comment? Ah oui. Donc là, c'est branché, ça marche. Bon, ben, on va y aller, on va commencer. Il est pile... non, on a 2 minutes de retard, désolé. Déjà, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être venus. Nous sommes réunis ici, pour évoquer un livre au bien joli titre, Psychisme ascensionnel. Il y est question de philosophie et d'alpinisme, voire même d'une véritable philosophie de l'alpinisme. Mais nos deux auteurs nous en diront plus dans quelques instants. Je vais les présenter brièvement, même si c'est difficile, parce que Fabrice Lardreau et Étienne Klein ont plusieurs casquettes. Mais j'ai essayé d'aller à l'essentiel dans leur présentation. On va commencer par Fabrice. Vous êtes journaliste à La Montagne et Alpinisme, également écrivain. On vous doit une douzaine d'ouvrages. Si je fais des erreurs, il ne faut pas hésiter à m'interrompre, tous les deux, dont La Ville Rousse, paru chez Fayard, et récemment L'Heure Montagne, au pluriel, chez Glénat, préfacé justement par Étienne Klein. J'ai malheureusement oublié l'ouvrage, j'aurais voulu vous le présenter. C'est un livre à la couverture blanche et orange qui vient de paraître et qui parle justement du sujet qui nous réunit aujourd'hui, à savoir la montagne. Donc Fabrice, vous avez créé en 2018, c'est bien ça, aux éditions Artaud, une collection très originale qui s'appelle Versant intime, au singulier, parce qu'il y a parfois, certaines personnes l'écrivent au pluriel, mais vous nous expliquerez tout à l'heure pourquoi. Une collection basée sur des entretiens avec des personnalités, essentiellement des personnalités des lettres, on va dire, mais pas que. Parmi lesquels, on ne va pas tous les citer, mais on trouve Philippe Claudel, Marie-Hélène Lafont, Chantal Thomas. On dit Thomas ou Thomas? Thomas. Chantal Thomas, Jean-Christophe Ruffin, également académicien, ou encore plus récemment Valentine Gobi. Et donc c'est dans cette collection que vous avez publié l'ouvrage d'Étienne Klein, dont nous allons parler plus longuement. Alors Étienne Klein, vous êtes physicien. Vous dirigez notamment un laboratoire de recherche au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, et vous animez sur France Culture, vous l'animez toujours? Oui, l'émission La Conversation Scientifique, c'est le samedi après-midi si je ne me trompe. Le vendredi, pardon. Et vous avez publié oui, c'est vrai. Quoique, on peut enregistrer des émissions, mais ce n'est pas trop le genre de France Culture. Et vous avez publié de nombreux essais, on ne va pas les énumérer, il y en a vraiment beaucoup, consacrés notamment au temps, aux particules, à l'origine de l'univers ou encore à la physique quantique, que vous avez enseigné, si je ne me trompe, à l'école centrale. Et le grand public vous a découvert, entre autres, dans l'émission La Grande Librairie de François Bunel à l'époque, grâce au livre Le pays qu'habitait Einstein, sorti en 2016 chez Actes Sud. Vous êtes également docteur en philosophie des sciences. Alors j'aimerais pour commencer que vous nous expliquiez ce que c'est exactement la philosophie des sciences. Est-ce qu'il y a un rapport avec ce qu'on appelait autrefois l'épistémologie? Oula, la philosophie, d'abord bonjour à tous. La philosophie des sciences est un domaine très vaste avec beaucoup de compartiments disciplinaires. Moi, le créneau dans lequel je me suis investi, c'est un créneau très simple qui consiste à regarder des mots qui sont communs à la science et à la philosophie, comme le mot temps ou le mot vide, espace, causalité, et puis à regarder ce que les physiciens en savent, ce que les philosophes en disent, et de voir si ça coïncide. D'accord. En général, ça ne coïncide pas. Et c'est là que l'aventure commence. D'accord. Donc vous avez évidemment étudié les deux. En plus des sciences en tant que physicien, vous avez aussi étudié la philosophie. En fait, ça se fait de façon naturelle. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas apparaître, quand je travaille, les frontières disciplinaires. Donc je me retrouve à faire de la philosophie des sciences alors que je crois que je fais encore de la physique. Mais interroger les concepts de la physique, pour moi, ça fait partie de la physique. D'accord. Donc je dirais plutôt que je suis physicien, Oui. un physicien qui s'intéresse notamment au sens des mots et à la prise en compte dans la façon de les penser des connaissances acquises par les physiciens. Il y a toute une partie de la philosophie qui n'a pas besoin de la physique.
la philosophie morale, etc. Mais quand vous avez des mots comme le mot temps, sur lesquels les philosophes ont beaucoup discuté, élaboré, etc., quand il y a des découvertes de physiciens, faites par Einstein, ou bien quand on découvre les ondes gravitationnelles, ou bien quand on découvre le boson de Higgs, normalement, si on prend au sérieux ces connaissances, ça doit avoir un effet sur nos façons de parler. Mais ça n'en a aucun. Il y a beaucoup de philosophes, pardon. Ça n'en a aucun, puisque quand vous lisez aujourd'hui, par exemple, le chapitre 9 du livre de Saint-Augustin qui s'appelle Les Confessions, chapitre dont le titre est Le temps. Si vous le lisez aujourd'hui, ce chapitre, vous comprenez tout ce que dit Saint-Augustin. Pour une raison très simple, c'est qu'on parle comme lui. Ça veut dire que les découvertes qu'on a faites depuis 16 siècles, avec Newton, Galilée, Einstein et les autres, n'ont eu aucun effet sur nos façons de parler. Donc le travail que je fais, c'est est d'une vanité absolue. Mais ça ne sert à rien. Mais c'est intéressant. C'est comme l'alpinisme en fait. Oui, on va en parler de l'alpinisme, on va en parler très rapidement. Juste une dernière question à ce sujet. À l'époque des Grecs, les philosophes s'intéressaient déjà à la physique, notamment Aristote. Oui, mais la physique d'Aristote, c'est une physique qui est tout le contraire de la physique moderne. C'est-à-dire ce que les Grecs n'ont pas compris. D'abord, les Grecs ne faisaient pas d'expérience. Ils faisaient des observations. Et toutes les observations qu'on peut faire nous trompent. En fait, pour le dire de façon simple, ce qui fait la physique moderne, celle qui naît avec Galilée, c'est des gens qui comprennent que le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire la Terre, avec le fait qu'on n'est pas dans le vide, on est dans l'atmosphère, on ne va pas très vite par rapport à la vitesse de la lumière, et ce monde dans lequel nous vivons, qui est très spécial, nous fait croire des choses fausses. Et ceux qui ont fait la physique moderne sont des gens qui ont compris que les lois physiques contredisent les lois du monde. Et ils ont trouvé des moyens intellectuels, qu'on appelle des expériences de pensée, pour comprendre comment les vraies lois physiques peuvent contredire les lois du monde. Par exemple, quand on est dans le monde, et si on laisse tomber des corps de masse différentes, on voit qu'ils tombent à des vitesses différentes. Et donc l'observation, Aristote, invite à conclure que plus un corps est lourd et plus il tombe vite. Ben, c'est faux. Voilà. Et quand on prend rendez-vous, par exemple, on synchronise nos montres, on se quitte pendant 15 jours, l'un prend l'avion, l'autre prend le train, et quand on se retrouve, les montres sont encore synchronisées. On en déduit que le temps est universel, il est le même pour tout le monde, et il est absolu puisqu'il est indépendant du moment dans l'espace. C'est faux. Ça n'est vrai que parce que nos vitesses sont ridicules par rapport à la vitesse de la lumière. Et donc voilà, la physique moderne, c'est une physique qui contredit l'observation tout en l'expliquant. Voilà. D'accord. Bon, on va revenir sur Terre et à cette collection qui vous a réunis tous les deux. Alors Fabrice, comment vous est venue l'idée de ces versants intimes ? Pouvez-vous présenter brièvement cette très jolie collection ? Et moi j'avais une question particulière, est-ce que ces confidences, parce que la plupart du temps ce sont des confidences de ces auteurs que vous avez, avec lesquels vous êtes entretenu pour vos livres, est-ce qu'elles servent à interroger notre rapport à la nature ? Alors oui, en partie. Déjà, bonjour. En fait, la collection est née en 2 temps. Le premier, c'est qu'en fait, je publie depuis une bonne quinzaine d'années des portraits de personnalités passionnées par la montagne. Et j'avais en l'occurrence publié celui d'Étienne Klein, il y a maintenant un bon moment. Et qu'Artaud m'a proposé que ces portraits que je publiais donc, dans La Montagne Alpinisme, qui est la revue du Club alpin français, de les développer, de les approfondir dans des petits livres d'entretien. Donc c'est comme ça que celui que j'ai réalisé avec Étienne Klein s'est fait. Et effectivement, l'idée, c'est de comprendre, c'est d'interroger le lien qu'une personne entretient avec le milieu naturel. Je dis milieu naturel parce qu'aujourd'hui, on a élargi la collection sur la mer avec Chantal Thomas, sur on va dire la campagne, la moyenne montagne avec par exemple Franck Buis. Cela étant, pour les uns comme les autres, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que dans tous ces rapports avec le milieu naturel, le corps est mis en jeu.
qu'en fait, quel que soit le type de pratique que la personne a avec le milieu naturel, qu'elle soit un marcheur, un grimpeur, un coureur, un alpiniste, un trailer, enfin Étienne parle très très bien de sa pratique du trail, enfin, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Voilà, ce qui est intéressant dans toutes ces configurations, c'est de comprendre comment ça met le corps en jeu, et mettant le corps en jeu dans un monde qui est le nôtre aujourd'hui, où tout est fait finalement pour nous faciliter la vie. On vit dans un monde où il suffit de mettre le chauffage pour ne plus avoir froid, il suffit de mettre la clim pour ne plus avoir chaud, il suffit de se protéger pour ne plus avoir mal, pour ne plus être fatigué, pour ne plus avoir faim. La pratique de la montagne, en l'occurrence, Étienne Klein, encore une fois, en parle très bien. Moi, je suis aussi à titre personnel pratiquant de montagne. Je trouve elle a comme entre autres vertus de nous rappeler qu'on a un corps, que ce corps, il est dans un monde, et que le monde, le monde moderne, le monde technologisé, enfin, je ne sais pas comment l'appeler, dans lequel on gravite, fait tout pour occulter ce rapport un peu frontal avec les éléments, que ce soit la mer, que ce soit la roche, que ce soit la glace, que ce soit la terre. Et donc, j'aime vraiment, moi, reparcourir la vie de la personne et la comprendre à l'aune de ce rapport avec le milieu naturel, qui est souvent une espèce de manière un peu buissonnière de retracer le parcours de la personne. C'est pas du tout la même chose je n'ai aucune compétence en physique, par exemple, pour discuter avec Étienne de ces sujets. Enfin, je suis nul en maths et en physique, donc ça s'arrête très vite. Pour autant, le dialogue s'instaure sur un autre plan, de la même manière que quand j'ai fait un livre avec Marie-Hélène Lafont. Moi, je ne connais pas le Cantal, je ne connais pas du tout ce milieu où elle a grandi dans un milieu de paysans, d'agriculteurs de montagne. Mais on se retrouve sur d'autres terrains. Et voilà, donc ça permet d'une manière un peu oblique de comprendre le parcours de la personne, et surtout de comprendre que quelqu'un qui a une passion profonde pour le milieu naturel, que ce soit les plages d'Arcachon et la mer pour Chantal Thomas, que ce soit la Haute-Corrèze pour Franck Bouys, le Cantal pour Marie-Hélène Lafont, les Vosges au début pour Philippe Claudel, ou, il en parlera très bien tout à l'heure, la vallée de Chamonix pour Étienne Klein, ça n'est jamais anodin, et ça permet vraiment de comprendre des choses assez intimes sur la personne, donc d'où le terme de versant intime donné pour cette collection. Le titre aussi d'air de versant intime revient aussi à l'idée qui m'est chère à titre personnel, c'est que la montagne a plusieurs versants, au sens évidemment physique du terme, mais aussi au sens humain. Moi, j'ai envie dans cette collection que toutes les facettes de la montagne, que tous les rapports possibles à la montagne, le rapport évidemment sportif dont on va longuement parler aujourd'hui, mais aussi le rapport contemplatif, le rapport économique, le rapport écologique, le rapport culturel, le rapport surtout de vie. C'est-à-dire, ce qui m'a passionné chez Marie-Hélène Lafont, c'est de comprendre quelqu'un qui a vécu en montagne, qui a d'ailleurs vécu de la montagne dans une famille d'agriculteurs. Évidemment, ce rapport n'est pas du tout le même que si vous êtes citadin et que vous passez 2, 3, 4 ou même 5 semaines par an en montagne. C'est un tout autre rapport au relief. Et donc voilà, j'ai envie d'interroger tous les rapports à ces reliefs, et donc celui dont on va parler aujourd'hui, qui est Étienne Klein. D'accord. Alors, comment vous expliquez le succès actuel dans l'édition et en librairie des livres sur la montagne ? Est-ce que ça a un rapport avec la mode de la randonnée ? Est-ce qu'il y a un rapport avec le réchauffement climatique, d'après vous ? Il y a pas mal d'explications ou de raisons possibles pour aller en montagne. Hein. Mais c'est certain que dans la période qu'on traverse, il y a déjà eu un boom de la montagne qu'on a observé post-confinement. C'est-à-dire que les gens, après avoir été enfermés en ville, moi j'ai vu ça en montagne, il y a une fréquentation des refuges. D'ailleurs, vous avez une nouvelle population qui vit en montagne. Alors, aussi bien pour retrouver de l'espace, de la fraîcheur, comme vous dites, par rapport au réchauffement climatique, mais je pense que de manière plus profonde, parce que c'est antérieur tout ça au confinement, on a tous un besoin aujourd'hui de couper avec la civilisation de la connexion, enfin de l'hyperconnexion, avec une civilisation dématérialisée. Enfin, on passe tous un temps fou devant des écrans, et qui dit dématérialisé, pour ça que je parlais du corps tout à l'heure, encore une fois, la montagne ou le rapport avec le milieu naturel, en fait, que vous cheminiez sur un sentier, encore une fois, de Corrèze, de Cantal, ou de la vallée chamoniarde, le point commun avec tout ça, c'est que c'est le corps, chaque fois, qui est remis en jeu, et que ce corps, dans les civilisations urbaines
technologique et dématérialisé, encore une fois, dont je reparle, mais je pense que c'est un peu l'élément essentiel. On voit bien qu'il y a un essor important de la littérature de voyage. Enfin, on voit les succès de Sylvain Tesson, on voit les rééditions de Nicolas Bouvier. Enfin, on voit comment tous ces textes aujourd'hui ont un succès croissant auprès des lecteurs. Et je pense que tout ça répond à un besoin profond. J'appelais de ressourcement, parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, d'un pas de côté par rapport à ce monde urbain dans lequel on est tous plongés, plus ou moins, et qui rend de plus en plus attrayant et salvateur ce type de texte. D'accord. Alors, Étienne Klein, vous êtes, on l'a compris, passionné de montagne, que ce soit la randonnée, l'alpinisme, également l'ultra-trail, on va y revenir tout à l'heure. Sur la page d'accueil de votre site internet de vulgarisation scientifique, vous écrivez « Il me plaît de penser que la physique est une sorte d'alpinisme intellectuel ». Vous l'avez vraiment mis en exergue sur votre site et vous terminez votre phrase en disant que ça consiste à grimper jusqu'à des hauteurs himalayennes où le logos est rare et la vérité mutique. Qu'entendez-vous par là ? Bon, alors d'abord, c'est pas mon site, c'est certains de mes étudiants qui ont créé ce site internet pour me faire plaisir. Je les remercie, mais je ne suis pas responsable de ce qu'ils y mettent. Mais cette phrase, je la revendique. Oui, je sais bien. L'adresse, c'est Étienne Klein. Je sais bien, mais je suis pour rien. Voilà. D'accord. Et la phrase, elle dit un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que le langage de la physique, c'est les équations. Et les équations, elles ne se disent pas dans le langage naturel. Et donc, il faut arriver à traduire en mots ce qu'on apprend sans les mots. Et finalement, la physique permet de comprendre les lois de l'univers qui ne sont pas celles du monde. Donc il faut monter et redescendre. Et quand je parle de monter, ça ne veut pas dire aller dans l'espace. Ça veut dire trouver des stratagèmes intellectuels pour découvrir les lois qui se passent ailleurs que dans notre monde, à savoir dans l'univers. Qu'est-ce qui se passe quand on est au bord d'un trou noir ? Qu'est-ce qui se passe quand on est à cheval sur un rayon lumineux ? Qu'est-ce qui se passe quand on tombe en chute libre ? Et donc on fait ce qu'on appelle des expériences de pensée qui commencent par qu'est-ce qui se passerait si ? Qu'est-ce qui se passerait si on était ailleurs ? Qu'est-ce qui se passerait si on n'était pas là ? C'est en gros les questions que posaient Galilée, Einstein et tous ceux qui ont mis sur pied cette physique moderne. Par exemple Galilée, si je peux insister là-dessus, puisque l'alpinisme c'est quand même une histoire de gravitation, donc de chute des corps. Comment est-ce que Galilée a compris que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide ? Pas en faisant des expériences. Puisqu'à l'époque, on ne savait pas faire le vide, et en plus, on considérait que le vide ne pouvait pas exister. Non, il a simplement réfléchi. Il a fait une expérience de pensée en disant, supposons que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. C'est ce que dit Aristote. Faisons l'hypothèse qu'il a raison. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si je prends cette bouteille, je prends ce verre, et je les laisse tomber ensemble d'une certaine hauteur après les avoir reliés par une ficelle? Qu'est-ce qui se passe? Que dit Aristote? Aristote dit l'ensemble formé par les deux objets est plus lourd que la grosse bouteille, donc va tomber plus vite que la grosse bouteille. Mais en même temps, le verre qui tombe moins vite va tomber moins vite, tendre la corde et faire parachute. Et donc il va freiner la chute de la grosse bouteille. Donc ça tombe plus vite et ça tombe moins vite. Il y a une contradiction que personne n'avait jamais vue. Comment résoudre la contradiction? En disant que la grosse bouteille tombe à la même vitesse que le verre, ce qui n'est pas ce que nous voyons. Oui, c'est ça le truc. Mais alors, ce que vous appelez l'alpinisme intellectuel, il y a une idée d'élévation. Eh bien justement, qu'on retrouve dans deux matières. L'alpinisme. Faire de la physique, c'est pas regarder. L'observation ne suffit pas pour comprendre. Et pire que ça, l'observation nous trompe. Et donc faire de la physique, c'est faire un pas de côté par rapport au réel empirique pour forger des concepts, poser des questions et armer de nouveaux outils d'investigation de venir interroger le réel. Autrement dit, il ne s'agit pas d'observer, il s'agit d'expérimenter. Ces gens, Galilée, il a inventé à la fois la physique théorique, le langage de la nature, c'est les mathématiques, et la physique expérimentale, qui consiste à se méfier de l'observation. D'accord. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ça dépend pour qui.
Et apparemment, les rapports, ou les liens plutôt, entre la montagne et la physique sont nombreux. Vous parlez dans ce livre, il y a cette idée du vide, vous venez de le dire, il y a la verticalité, la confrontation entre le corps et l'espace. Il y a aussi, j'aime bien cette idée de l'ouverture d'une voie. Vous parlez de ça aussi, parce qu'on parle de... Il y a certains physiciens ont ouvert des voies. Voilà, on peut en effet déployer des analogies. Einstein disait finalement former une nouvelle théorie, c'est comme escalader une montagne ou accéder à un col. On voit le point d'où on est parti, le village dont on est parti, mais le regard qu'on a sur lui a été modifié par le fait qu'on a changé de point de vue. On peut aussi entrer dans des nouvelles pistes, ce qui équivaut à ouvrir une voie quand on est alpiniste. Alors je ne pousserai pas l'analogie trop loin, mais même dans le vocabulaire, on voit bien qu'il y a des ressemblances. L'idée de sommet de la pensée, etc. Mais je n'irai pas jusqu'à confondre les deux choses, même si dans les années 30, quand on a mis sur pied ce qu'on appelle la physique quantique, tous les grands physiciens, les jeunes qui ont contribué à l'élaboration de cette nouvelle physique faisaient de la montagne, d'une façon ou d'une autre. Einstein a fait de la montagne avant de passer à la voile, mais des gens comme Fermi, Enrico Fermi, comme Heisenberg et beaucoup d'autres, Paul Dirac, qui a fait l'ascension du Mont Elbrus en 1936, donc très peu de temps après la première. C'est des gens qui aimaient souffrir avec leur corps. Mais moi, c'est un des passages qui m'a le plus frappé dans vos entretiens, dans ce livre, c'est justement cette idée que beaucoup de pères fondateurs de la physique quantique faisaient de l'alpinisme, et vous écrivez, si je ne me trompe pas, que si les physiciens à l'époque avaient travaillé dans la Beauce, la physique n'aurait pas été tout à fait la même. Enfin, on sent que la montagne a eu vraiment une influence. Si la Terre était plate, il n'y aurait pas eu de physique. C'est-à-dire que la physique, les idées, elles ont besoin d'une variation du relief. C'est pour ça que c'est intéressant de faire de la montagne, de grimper, même de randonner. On change de point de vue, l'esprit se balade et revient après cette balade dans un état psychique avec de nouvelles idées qu'au départ. Et les variations du paysage, de l'altitude, du décor, provoquent une variation de la pensée. Quand le paysage est uniforme, je crois que les pensées sont plus plates. C'est ça que je voulais te dire. Il faut du relief. Il faut du relief. Oui. Et si vous pouviez raconter brièvement aux gens qui nous écoutent, j'ai adoré moi cette histoire d'Einstein avec sa paire de jumelles en train d'observer les cadrans d'horloge. Ah oui. Quand il est à Berne, oui, pour calculer, si j'ai bien compris, pour vérifier si les aiguilles vont bouger au même moment, et il est déjà en train de faire des... En fait, ça se passe en mars 1905. Donc Einstein, à l'époque, il est à Berne. Il travaille comme ingénieur de 3e classe à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle de Berne, donc le bureau des brevets. Et son métier, c'est de regarder des brevets qui sont déposés par les ingénieurs suisses, allemands, pour toutes sortes de trucs. Ça va de l'épluche légumes à, en effet, la synchronisation des horloges. Et à l'époque, on veut unifier l'heure, puisque les gens commencent à prendre le train. L'Allemagne s'est réunifiée. Pour montrer l'unification de l'Allemagne, il faut que l'heure soit la même partout. Et puis il y a des considérations militaires aussi. Et donc la question, c'est comment on fait pour que l'heure soit la même partout. C'est pas une question triviale. Et assez rapidement, les gens comprennent que... Est-ce qu'on peut légèrement vous éloigner du micro ? Merci. Ah oui, vous êtes trop près du micro peut-être. Et les gens comprennent que il faut utiliser des moyens électromagnétiques. Et Einstein discute de tout ça avec un de ses copains qui s'appelle Michele Besso. Et le matin, avant le lever du soleil, au printemps, ils escaladent une montagne qui est aux abords de Berne, qui est distante du centre de Berne de plusieurs kilomètres. Mais quand on est au sommet de la montagne, on voit la grosse horloge de Berne, qui a un diamètre de plusieurs mètres. Et à l'époque, c'était la première horloge qui était reliée à toutes les autres de la ville. Oui, première synchronisation. Donc quand l'aiguille de la grande horloge avançait d'un cran, il y avait un signal électrique qui était transmis à toutes les autres horloges qui faisaient la même chose. Et au lever du soleil, ou peu de temps après, ils voient l'horloge et constatent qu'elle indique 7 heures. Donc Michele Besso dit à Einstein, tu vois, il est 7 heures.
Et Einstein dit, mais il est 7 heures où? Il est 7 heures dans l'œil de celui qui voit l'horloge. Mais la lumière ayant une vitesse finie, au moment où on voit 7 heures avec son œil, il n'est plus 7 heures dans l'horloge. Parce qu'il faut tenir compte de la vitesse de progression de la lumière. Et c'est en redescendant de cette montagne qu'ils vont discuter toute la journée. Le soir, ils vont boire un coup, même plusieurs. Et le lendemain matin, Einstein va avoir la bonne idée. Comme quoi. Donc ça a donné la relativité, c'est bien ça. Montagne Pinard, c'est ça le cocktail très relatif. Crucial. Oui, d'accord. Et on comprend maintenant pourquoi les Suisses sont si forts pour fabriquer des montres. Oui, il l'était déjà. Hein. Oui. Enfin, c'est le pays idéal pour étudier le temps, on va dire. Alors vous racontez dans ces entretiens avec Fabrice Lardreau que vous avez découvert la montagne sur le tard à l'âge de 20 ans, et c'était à Chamonix. Et donc, je sais pas, la question réaduse. Est-ce que vous regrettez d'avoir découvert la montagne si tard? Mais quand vous en parlez, vous avez l'air étonné vous-même de ne pas l'avoir découverte plus tôt. C'était ça mon idée. Bon, alors, Fabrice, il m'a posé des tas de questions, en effet, parce que c'est un livre d'entretien. Hein. Oui. Des questions auxquelles je n'avais pas vraiment réfléchi. D'ailleurs, tu ne l'as pas dit, mais le nom de la collection, Versant intime, a pour anagramme sentiment vrai. Voilà. C'était ma dernière question. Donc, C'était ma dernière quand on question. discute avec Fabrice, on est obligé d'être sincère. Et donc, il y a deux façons de répondre à votre question. Il y a la première qui est oui, la deuxième qui est non. Donc, ça fait une réponse quantique. C'est oui plus non. Voilà. Alors, je le regrette, oui, parce que j'aurais aimé la découvrir plus tôt. Je lisais beaucoup de récits de montagne, notamment des grands alpinistes des années 50, Lachenal, Terret, etc. Mais pour moi, la montagne, c'était un paysage que je ne connaissais pas. On allait passer nos vacances avec ma famille à la campagne. Et la montagne, c'était vraiment un autre monde. Mais dans le même village que nous, en vacances, on rencontrait les frères Troussier, qui, eux, allaient à Chamonix. Ils nous en parlaient. Ils nous racontaient leurs exploits. Ils sont devenus ensuite de grands alpinistes. Mais pour nous, c'était vraiment l'équivalent d'une autre planète, quoi. Et donc, je regrette de ne pas avoir connu la montagne plus tôt, de ne pas l'avoir fréquentée plus tôt. Mais en même temps, je suis content de ne pas l'avoir fait. Parce que non seulement j'ai découvert la montagne tardivement, à 20 ans, mais j'ai découvert ou commencé l'alpinisme bien plus tard, à 28 ans. Et si j'avais commencé plus tôt, je pense que je serais mort. Voilà. Vous n'auriez pas eu la sagesse requise pour... Et donc tout est bien dans le meilleur des mondes. Oui. D'accord. Et pour ceux qui ne le savent pas, vous venez de faire un anagramme sur Versant intime. Si j'ai bonne mémoire, vous aviez sorti un livre sur les anagrammes avec le spécialiste français Jacques Péry-Salkov. Voilà, c'est ça. Qui avait également fait un livre avec Sylvain Tesson sur les anagrammes. Ouais. C'est quoi l'anagramme de votre nom? C'est Like 19. Bon. Et celui de Fabrice, vous lui avez sûrement fait son anagramme, non? Je te l'ai dit, non? Comment? L'anagramme de ton nom, c'est quoi? Ah, je ne le connais pas. Je le connais pas. Si, mais je ne me souviens plus. Cela dit, cet anagramme, moi, d'abord me touche et ça tombe très bien parce que dans tous les livres que j'ai réalisés, dont celui d'Étienne sur la montagne, s'il y a bien un milieu, et effectivement, Étienne en parlait, avec lequel on ne peut pas tricher, c'est la montagne. C'est-à-dire que c'est aussi une raison pour laquelle j'aime profondément la montagne. Il y a très spontanément souvent des liens qui se créent entre les passionnés de montagne. C'est qu'en fait, on ne peut pas tricher. Vous êtes sur un sentier, vous n'êtes pas là pour vous regarder la couleur du short ou mettre un parfum Chanel. Enfin, j'ai rien contre Chanel, mais je veux dire, c'est un milieu où on ne peut pas tricher. Vous vous retrouvez sur une paroi rocheuse, vous pouvez, j'en sais rien, vous blessez la main. Personne n'est là pour vous regarder. S'il y a bien un milieu où en fait on se retrouve face à ce que l'on est, avec parfois sa peur, sa souffrance, c'est bien la montagne. Donc c'est effectivement ce nom de la collection, ce versant intime, c'est aussi que la montagne aussi permet de... Là, Étienne parle d'une révélation tardive de la montagne, mais finalement, pour moi, c'est pas si tard que ça déjà. Et de toute façon, quand vous questionnez quelqu'un sur la montagne, souvent, très vite, vous allez sur le domaine de l'enfance ou de l'adolescence. C'est souvent des périodes dans lesquelles ce genre de passion se cristallise.
Et donc enfin, c'est un milieu sur lequel les gens, oui, se livrent. Alors, la collection que j'ai fondée, on n'est pas là pour faire des indiscrétions, des scoops. Hein. Il ne s'agit pas d'aller dans les choses impudiques. Mais c'est vrai que je suis assez touché, aussi bien dans les portraits que je publie que dans ces livres d'entretien, de voir que lorsqu'on aborde ce genre de domaine avec quelqu'un, d'abord, c'est jamais un hobby. La montagne, c'est quelque chose qui accompagne une vie. C'est quelque chose dont découle une vie, ou d'ailleurs on peut perdre la vie aussi d'ailleurs. Mais en tout état de cause, les gens ne trichent pas. C'est assez spectaculaire. Ce qui ne veut pas dire qu'ils trichent le reste du temps, mais le regard social, l'image de nous-mêmes qu'on veut tous donner en société. Je veux dire, forcément, il y a une part peut-être une part de jeu, ou si ce n'est de calcul parfois. En montagne, ça disparaît. Il y a quelque chose d'assez évident qui s'instaure, et quel que soit d'ailleurs le niveau de pratique de la personne ou le type d'activité qu'elle pratique, que ce soit un randonneur ou comme Étienne, quelqu'un qui est alpiniste et encore une fois aussi trailer, enfin, qui court de manière assez intense en montagne, franchement, les gens ne sont pas là pour se la raconter. Enfin, il y a quelque chose d'assez agréable dans ce genre de conversation, parce que l'apparat disparaît et les gens se livrent, enfin les gens sont eux-mêmes. Et qu'est-ce qui fait, d'après vous, que je vais poser la même question à Étienne Klein, qu'est-ce qui fait, d'après vous, que la montagne ne triche pas, comme vous le dites? Est-ce que c'est à cause du danger? Est-ce que c'est à cause des efforts qu'elle demande? Déjà à cause de ça, mais aussi parce que quand vous êtes sur un sentier, il n'y a personne pour vous regarder. Enfin, à partir du moment où vous n'êtes plus en situation de spectacle, il y a comme peu de témoins. Enfin, c'est pour ça que des fois il y a eu des grandes polémiques notamment sur la première ascension de l'Everest avec Mallory, toutes ces histoires-là, parce qu'il n'y a pas de témoins par définition. Donc qu'est-ce que vous voulez aller vous apprêter, refaire votre brushing quand vous êtes à 5000 mètres, ça a comme assez peu de sens. Donc il y a une espèce de famille, c'est peut-être un terme un peu exagéré, mais s'il y a comme une espèce de familiarité de tous les gens passionnés par la montagne, et on voit que tous spontanément on se comprend. Après, on peut se comprendre selon des modalités différentes. Encore une fois, ce que fait Étienne Klein en matière de trail ou d'alpinisme, j'en suis incapable. Il a réalisé l'ascension des Grandes Jorasses, donc c'est quand même réservé à peu de monde. Mais d'une certaine manière, on comprend à peu près les choses et on se comprend. Et ça, c'est quelque chose qui est assez touchant et très agréable. Et à ce sujet, Étienne Klein, vous dites que la montagne révèle les êtres. Et vous dites aussi que c'est un terrain d'amitié. Oui, alors moi, j'apporterai une nuance à ce que dit Fabrice par le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, notamment pour faire des films, utilisent des drones. Ah oui, c'est vrai. Et donc, il y a une mise en spectacle de l'ascension. Et ça change quand même une partie des mentalités. Ça crée des jalousies, ça crée des critiques. Alors que les pionniers qu'on admire tant, c'est des gens qu'on voyait partir un petit matin, et 3 jours après, on les voyait redescendre. Et entre ces deux événements, on ne savait pas trop ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, il y a une c'est vrai que le spectacle, c'est mise en spectacle qui... Il n'y avait pas les selfies non plus. Qui confine parfois, il faut le dire, à une forme de narcissisme. Donc ça est en train de changer l'état d'esprit. Et le brushing devient un enjeu capital au moment du montage des films en question. L'autre chose, c'est que j'ai écrit dans ce livre, en effet, que la montagne, c'est un révélateur, on ne peut pas se cacher, on ne peut pas mentir sur son état physique, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui tient à ce que l'esprit de cordée oblige à dissimuler. Je veux dire que, vous connaissez la phrase de Camus, un homme, ça s'empêche. Il y a des choses qu'on ne fait pas quand on est un homme. Bon. Mais je pense que c'est surtout vrai quand on est en cordée. On s'empêche. Et par exemple, on s'empêche de montrer certains traits de son caractère. Parce qu'on est responsable de la vie de l'autre, qui lui-même est responsable de sa propre vie. Et donc moi j'ai toujours connu, mais j'ai pas assez d'expérience pour généraliser mon propos, mais dans les cordées que j'ai vues, auxquelles j'ai participé, les gens se tiennent bien. On ne pète pas un plomb, on n'insulte pas l'autre, même si on panique, on se tient bien. Voilà. Je sais qu'il y a des cas où ça n'a pas été vrai, mais j'en ai pas vu. Voilà, j'ai entendu des histoires de cordées qui sont mal passées, mais si les dangers auxquels on peut avoir affaire en montagne se déroulaient en bas, je pense qu'on ne s'empêcherait pas. Voilà. Et donc, je pense que ça révèle, mais aussi ça oblige à cacher des choses. Et le fait qu'on les cache, ça nous révèle aussi, on peut jouer avec les mots. Mais la montagne, c'est quand même,
dans beaucoup de situations, quelque chose qui nous élève psychologiquement. Voilà. Mais il y a cette, quand on parle de la cordée, il y a aussi, là il y a une symbolique intéressante parce qu'on est lié. Oui. Et on s'empêche aussi parce qu'on est attaché à l'autre. Est-ce que ça joue? Ça joue énormément. Par exemple, moi j'ai mon guide depuis 30 ans qui s'appelle Bruno Martin. Moi j'ai pas une voix très forte pour toutes sortes de raisons. Donc quand on est espacé de plus de 30-40 mètres, il ne peut pas m'entendre. On ne peut pas se parler. Donc on communique autrement par la corde. La corde devient le symbole de l'interaction. Dans le livre, j'explique que la montagne est une amie, j'ai pas peur de la montagne, je pense qu'elle m'aime bien parce que je l'aime bien, que c'est forcément une relation réciproque. Mais quand on a fait les Grandes Jorasses, la grande traversée des Grandes Jorasses, dans des conditions apocalyptiques, d'orage, de chute de pierre, j'avais une côte cassée, enfin bref, l'horreur. Là, la cordée, c'est autre chose. C'est-à-dire que... D'ailleurs, on a fait un petit film avec un drone qui s'appelle L'Esprit de Cordée. Parce que dans les Grandes Jorasses, il y a plusieurs couloirs de glace à traverser, dont le plus large fait 300 mètres à 80 degrés. Donc on ne peut pas passer sur l'arête, donc on est obligé de traverser en dévers à l'horizontale. Donc on est en cordée quand même. Mais la cordée, là, elle est purement symbolique. Parce que si l'un part, la tension de la corde fait que l'autre part avec. Oui. Donc la cordée, elle vient dire, si l'un de nous deux glisse, on meurt ensemble. Et là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. La cordée classique, à la verticale, on assure l'autre, mais on l'assure vraiment. C'est-à-dire, s'il tombe, on le rattrape. Quand c'est à l'horizontale, c'est un peu moins vrai. D'accord. Et ça crée un lien très très fort. Quand Lachenal et Terray ont fait la façade des Grandes Jorasses, ils ont mis 3 jours, et quand ils sont descendus, il y a une photo qui les montre, ils n'arrivent pas à défaire le nœud de la corde. Il est gelé. Et ils disent, on est tellement unis qu'on ne peut pas défaire le nœud. Ça nous lie pour la vie, en fait. Et ça, c'est vrai, je pense que c'est des relations très fortes. Et d'ailleurs, quand Lionel Terray et Louis Lachenal se sont rencontrés, alors qu'ils faisaient des trucs en solo, ils ont cessé pendant au moins 10 ans, jusqu'à l'Annapurna, de faire des courses en solo. Ils ont tout fait ensemble. C'est une cordée incroyable. Et quand on regarde les prénoms, Lionel et Louis, ça donne comme anagramme le solo inutile. Vous avez eu un problème aux cordes vocales, vous venez de l'évoquer, et non, vous... Oui. Oui. Et en physique, il y a la théorie des cordes. Des super cordes. Oui. Enfin, il y a beaucoup d'histoires de cordes avec vous. Oui. Moi, j'ai qu'une corde vocale, mais comme c'est une super corde, j'arrive à parler. Et vous aimez la guitare électrique aussi. Non, j'en joue pas, malheureusement. Non, mais vous aimez notamment le guitariste des Rolling Stones. Oui. Mais on est toujours dans les cordes. Ah, d'accord. Ça que Oui. Non, Oui. je me plaisantais parce que parfois vous utilisez les mots d'une manière un peu lacanienne, j'ai remarqué. Oui, c'est vrai. Voilà, c'était pour ça que ça m'amusait cette coïncidence. Et je crois que Keith Richards n'a jamais fait de montagne. Et je pense qu'il a raison. Oui. Oui, mais il a gravi des sommets, on peut dire. Ah oui. Dans un autre genre. L'ultra trail, que personnellement, je n'ai jamais vraiment compris ce que c'était, mais c'est une course d'endurance, c'est ça? Et vous la pratiquez depuis peu de temps, mais apparemment, vous avez fait des trails très costauds. L'ultra trail, ça consiste à courir ou marcher en montagne sur des longues distances avec un dénivelé conséquent. C'est forcément en montagne, c'est ça que je voulais vous demander. Il paraît que non. Non, il paraît que non. Moi, je croyais que c'était que pour la montagne, mais il y a un trail en Bretagne qui consiste à suivre le chemin douanier avec du dénivelé. Non, ça peut se faire. Il y en a même dans le nord avec les terrils. Il faut qu'il y ait un peu de dénivelé, mais pas forcément en montagne. D'accord. Et vous faites une distinction quand vous parlez quand vous répondez à une question de Fabrice au sujet du trail, vous avez fait une distinction très intéressante entre la douleur et la souffrance. Oui, non, c'était une phrase de Murakami, là, l'écrivain japonais, qui lui pratique non pas l'ultra trail, mais il fait des courses de 100 km. La solitude du coureur de fond. Voilà, la solitude du coureur de fond. Non, c'est pas la solitude. C'est pas solitude. Autoportrait d'un coureur de fond.
Et il a cette phrase la douleur est obligatoire, mais la souffrance est optionnelle. C'est génial comme phrase. C'est génial. Et en effet, quand on fait un trail, il y a forcément un moment où on a mal. On a mal à un genou, on a mal ailleurs. Et tout le jeu, ça consiste à faire en sorte que la douleur reste localisée à l'endroit où elle se trouve et qu'elle ne vienne pas coloniser l'esprit. Parce que si elle colonise tout le corps, ça devient une souffrance globale, notamment psychique, qui fait qu'on abandonne. Et moi j'ai bien compris ça. C'était la veille d'un départ. Et donc la veille des courses, on a tous, j'ai vérifié, on a tous mal quelque part. Le corps somatise à fond, on a mal aux genoux, on a mal aux muscles. Et on se dit qu'avec la course, les douleurs qui sont déjà là vont s'amplifier, ce qui est une erreur. Parce que le corps, il produit des analgésiques qui font que les douleurs qu'on a au départ disparaissent. Mais il y a toujours cette peur. Et ces douleurs sont sans doute liées à la peur. Et un jour, la veille d'une course, j'avais vraiment mal aux genoux. Je suis allé voir un kiné, un ostéopathe, à qui je dis, monsieur, j'ai mal aux genoux. Il me dit, est-ce que vous avez des problèmes de couple? Ah oui. Je dis pas plus que d'habitude. Parce que d'habitude, il me dit, d'habitude, mal de genoux, c'est un problème d'articulation entre le je et le nous. C'était une idée de Lacan, voilà. ça. Et là, Je-nous. J'ai décidé d'aller voir un kiné. Ouais. Oui, non, ça c'est un vieux classique en psychanalyse. Non, mais en fait, pour l'histoire. En fait, il ne faut pas dire, si vous dites j'ai mal au genou, c'est vous qui avez mal au genou. Oui. Il faut dire mon genou a mal. Voilà. Et là déjà, on relativise, on localise la douleur, de sorte que Bon, il y a aussi des cas où la douleur ne disparaît pas, il faut abandonner. Hein. Mais le corps est quand même une grande tromperie. Hein. Et j'ai découvert dans les Grandes Jorasses, d'ailleurs, parce qu'on a passé 3 jours à avoir vraiment peur, que la douleur est analgésique. Non, pardon, la peur est analgésique. Quand vous avez vraiment peur, vous avez pas mal. Et le cerveau ne peut pas gérer les deux choses en même temps. C'est la même zone. Et donc, quand vous êtes mort de trouille, de façon continue, vous avez beaucoup moins mal. J'avais une côte cassée et j'ai pu grimper. Et dès qu'on a su qu'on était sauvé, vous avez eu mal. Et ben là, c'était une douleur. Mais il y a la chaleur aussi. J'avais plus peur. Il y a la chaleur aussi qui peut entrer en ligne de compte. Oui, ben là, on n'avait pas chaud, je peux vous dire. Enfin, la chaleur de l'exercice physique, je voulais dire. Oui, non. Ça, parfois, ça peut endormir un instant quelques douleurs. Enfin, en tout cas, ce que vous racontez là, sur la souffrance et la douleur, il y a aussi, vous parlez aussi de la fatigue. C'est un peu la même idée. Et c'est quoi le truc alors pour que ça ne monte pas au cerveau et que ça ne devienne pas une souffrance psychologique et qu'on puisse ordonner à son genou de rester dans son coin et de ne pas vous embêter ailleurs que dans le genou? C'est quoi le truc? Moi, il n'y a pas vraiment de truc. Il y a simplement des choses à comprendre. D'ailleurs, les médecins s'intéressent de plus en plus à ces histoires d'ultra-trail parce que il y a des gens qui disent que c'est une activité nouvelle. Et d'autres qui disent qu'au contraire, c'est la réactivation de choses pour lesquelles on est fait depuis le début. On peut calculer par exemple la distance que parcourait Néandertal quand il allait chasser. Et c'est à peu près ça, c'est 100 km, 150 km. Ça veut dire que l'homme est plus endurant que n'importe quel animal. On est moins rapide, mais on est plus endurant. Et on peut ensuite chasser à plusieurs, donc il y en a un qui peut dormir pendant que l'autre fait le guet, etc. On a des glandes sudoripares qui sont très efficaces, on peut évacuer la chaleur par la transpiration qui s'évapore, et on a une colonne vertébrale en S que n'ont pas les singes. Et en fait, il n'y a aucune espèce animale plus endurante que l'homme. Il y a même des tribus en Afrique qui pratiquent ce qu'on appelle la chasse par épuisement. Ils n'ont pas d'armes, mais ils coursent les animaux, jusqu'à ce que les animaux s'épuisent. Oui. Et ils meurent. Ce que font certains animaux aussi, d'ailleurs. Voilà. Et donc on est fait pour ça. Et finalement, l'ultra-trail, si ça a beaucoup de succès aujourd'hui, c'est peut-être parce que c'est la réactivation d'un sport, d'une activité physique pour laquelle on est fait structurellement et qui a permis qu'on dépasse, entre guillemets, beaucoup d'espèces animales, y compris celles qui sont plus rapides que nous. Oui, vous dites que l'homme, en fait, on ne connaît pas ses limites, c'est ça? Moi, je vois les performances, là. Je sais
pas comment font les gens. Vous Hein. parlez Même notamment le- des sportifs paralympiques qui accomplissent aussi Oui. des exploits absolument incroyables. Oui. voire- C'est la question de Spinoza. Dans l'éthique, Spinoza pose la question qu'est-ce que peut le corps? Contre Descartes, il répond on n'en sait rien. On ne sait pas comment l'esprit et le corps sont couplés. Aujourd'hui, on dirait on ne sait pas comment le mental et le corps sont couplés. Et Gilles Deleuze a commenté ce texte en disant finalement, ce que peut ton corps, ça n'est pas ce qu'il peut en tant que corps, c'est ce que tu peux toi. Autrement dit, toi, tu peux faire des choses que ton corps ne peut pas faire. Et bientôt, on va voir les Jeux paralympiques. Et moi, c'est des jeux que je regarde quasiment intégralement, depuis les Jeux de Londres qu'ils ont diffusés de façon continue. Tous les gens qu'on voit font des choses que leur corps ne peut pas faire. Par exemple, il y a un sauteur-auteur fidjien aux Jeux de Londres qui est coupé, sa jambe est coupée au niveau de la hanche. Donc il n'a vraiment qu'une jambe. Et il a sauté 1m78 en ventral. Et on le voit arriver avec ses béquilles. Il lâche ses béquilles quand il est sous la barre, il la regarde rageusement. Et en une seule impulsion, sans prendre d'élan évidemment, en une impulsion, il passe 1m78 en ventral. Qui peut faire ça avec 2 pieds? Et alors, je me suis renseigné sur lui et j'ai appris qu'il a décidé de faire du saut en hauteur après avoir été amputé. Vous voyez, on m'ampute d'une jambe. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ah bah tiens, je vais être saut en hauteur, faire du saut en hauteur. C'est quand même bizarre comme réaction. Et on voit des gens faire des choses, tir à l'arc avec un pied, etc. Je trouve ça fascinant, quoi. Je crois qu'il nous reste à peine 5 minutes, hein, c'est bien ça. Non, c'est fini? Non, c'est fini. Ah, j'avais 2 dernières questions, sinon dommage, je poserai mes questions dans l'intimité. Fabrice, il n'a pas parlé. Et oui, j'avais juste une dernière question pour Fabrice, si on peut le savoir, quels seront les prochains invités de cette collection, si tu les connais? Là, je travaille sur un livre avec René Frégny, qui est un romancier qui est originaire de Marseille, auquel Sylvain Tesson doit l'expression Les Chemins Noirs, parce qu'en fait, c'est le titre de son premier roman qui date de 1988, qui s'appelle Les Chemins Noirs, que Sylvain Tesson a repris, auquel il rend hommage. On s'apprête à signer un contrat avec la romancière Gabrielle Filtoshiba, une jeune québécoise. Et enfin, l'année prochaine, il y a un livre qui sort avec Claudine Singer, qui est une romancière originaire des Vosges, cette fois-ci. Voilà. Très bien. On doit arrêter, c'est bien ça? Ou on peut demander au public de poser 1 ou 2 questions en vitesse? On n'aura pas le temps. Bon, désolé. On a dû commencer avec un peu de retard. En tout cas, bravo à nos 2 auteurs. Le problème, c'est que quand c'est passionnant, ça passe trop vite. J'espère que vous ne serez pas trop frustrés et je vous engage et vous invite vivement à lire ce livre passionnant qui se lit très vite en plus. Je le trouve presque trop court, c'est le seul défaut que je lui trouve. Merci à tous et à toutes d'être venus et bon après-midi.